Avant de commencer la vidéo, le 29 octobre, vous avez un stage à Lausanne. Si vous avez besoin des renseignements, vous pouvez envoyer un mail, d'accord, sur la description, ou vous pouvez le faire aussi par Instagram. L'autre chose, on a aussi un stage qui sera à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence le premier week-end de novembre. Donc n'hésitez pas à regarder en description. Quand tu vas faire changement de direction, ce que je veux, c'est que tu passes dessous, tu fais un bob and weave, même s'il n'y a pas de frappe. Allez, voilà. Bien sûr que moi je me... Voilà, exactement, encore. Et encore. Impec. Allez, très bien. Pourquoi on fait le bob and weave? Parce que ça permet de vraiment changer les niveaux. Et le fait de changer les niveaux, ça nous intéressait. Encore, exact. Hop, voilà. Donc sur le bob and weave, on descend bien sur les jambes. L'idée, c'est vraiment de passer dessous. Faites pas des déplacements trop importants, ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment juste de pouvoir passer sous la ligne de bras. Pourquoi? Parce qu'on imagine que si je mets un crochet, hop, il doit être capable de pousser et de passer dessous. Si par exemple je mets un cross, il va voilà, venir tourner ses épaules, il va venir comme ceci. Je ne veux pas voir ça, d'accord? Je veux vraiment voir juste ce genre de choses. Et c'est ce qu'il fait très bien, encore. En fait, il y a un truc qu'on appelle la ligne centrale, c'est son nez, mon nez, d'accord? C'est la ligne qu'on a là. Si son bras passe comme ça, il est mort. Ou alors, ça doit être volontaire. Peut-être que c'est sur un espèce de shoulder roll pour bloquer et derrière il mettra un cross ou un uppercut. L'intérêt, en étant là, c'est en venant ici, il va être disponible pour un beau contre. Boum, bam, encore. Boum, bam. Et le pied arrière qui va faire un petit step back, je suis là, il va pouvoir frapper. Encore. Hop, je vais frapper. Allez, hop, on bouge, on bouge. En fait, l'intérêt, c'est qu'il a un panel technique et tactique à respecter. Et en fonction de ce que j'en vois, il doit répondre. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein d'enchaînements qu'il apprécie peut-être pas. Mais le fait d'être capable de le faire, ça va vachement l'aider à pouvoir ressortir des choses en combat qu'il n'aurait peut-être pas tenté d'habitude. Donc au début, c'est très difficile, d'accord, ça prend un peu de temps à mettre en place. Mais après, ça devient très intéressant pour travailler le coup d'œil, travailler la gestion d'espace, travailler les enchaînements. Là, on va faire une esquive qui est intéressante. On va faire un slip sur le bras avant. Donc, comme ceci, il va juste aller sur le côté. On va le lever légèrement, ce bras-là, parce qu'au cas où il y a un crochet ou un cross qui parte, qu'il puisse l'encaisser s'il y a besoin, d'accord, c'est toujours mieux. Celui-là reste bien en protection pour le foie, etc. C'est super. Une fois qu'il est là, donc il a décalé ce pied arrière. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est qu'il avance ce pied avant très vite, d'accord, et qu'il réadapte tout de suite avec le pied arrière au même endroit. Il est toujours en dehors de la ligne centrale. Je ne veux surtout pas qu'il y ait une ligne centrale parce que là, il pourrait être en danger sur un uppercut. Là, en étant comme ça, il ferme vachement ma capacité à pouvoir envoyer un uppercut. Vous voyez, là, j'aurai rien. Il est bien protégé et en plus, j'ai plus du tout le bras de levier assez conséquent. Une fois qu'il est là, ce qui va devenir intéressant, c'est de comprendre un peu qu'au niveau des appuis, ici, il m'a un peu trappé mon pied. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à pouvoir me barrer par là, d'accord? Parce qu'imaginez, donc forcément, l'envie que je vais avoir, c'est soit de le protéger ou soit d'ouvrir par là. Et à partir de là, il va pouvoir rentrer en uppercut, par exemple, d'accord, en crochet, en cross, même si le cross n'est pas dévié complètement, on s'en fout, puisque vu que je vais bouger, ça pourrait me faire mal. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée. Tu es dans cette position, je frappe, tu avances exactement. Et là, je vais galérer. 1, 2, hop, très bien, encore. L'idée, c'est d'avoir. Voilà, maintenant, quand on fait ça, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est que 1, je recharge, 2, dessous, le petit step qui se décale. 1, 2, hop, et boum, voilà, celui-là, il va faire mal. Et en plus, on disparaît. Et 1, 2, hop, oui. Une astuce intéressante en boxe, quand vous allez mettre un jab ou un cross en ligne directe, amusez-vous au début donc à vraiment le mettre de façon plate, d'accord, où je vais rentrer à plat dans la garde de mon adversaire. Et une fois qu'il va être habitué et confiant, commencez à vraiment le visser au maximum avec le pouce vers le bas. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que votre gant, quand il est à plat, prend une certaine place, mais quand il va être vissé avec le pouce vers le bas, il va être beaucoup moins large. Donc du coup, l'adversaire se sera habitué à les bloquer comme ceci en cover ou en catch. Et là, du coup, vous allez venir ici, il y aura sûrement beaucoup plus la place pour pouvoir rentrer dans la garde de votre adversaire. Pensez à bouger votre tête aussi bien au début qu'à la fin du combo, mais aussi pendant vos enchaînements. Comprenez qu'en boxe anglaise, on va parler de 3 dimensions, d'accord? Et donc c'est important de comprendre en fait qu'on va avoir l'axe avant-arrière qui peut être géré aussi bien par les jambes que par le buste. Généralement, on préfère mettre les jambes tout simplement parce que ça nous évite de se pencher. Derrière, on va avoir l'axe haut-bas, bas-haut qui va être géré bien évidemment par les jambes. Et après, on va avoir l'axe aussi, donc gauche-droite, droite-gauche, d'accord? Ces 3 axes-là sont hyper importants. Dès l'instant que vous allez commencer à jouer sur ces
3 axes, vous allez forcément être beaucoup plus compliqué à toucher. Par exemple, si je suis ici et que je fais un enchaînement, je vais non seulement me désaxer sur le côté et en plus descendre, et forcément, je vais être plus dur à toucher. On a ce jeu avec la tête qui est très dur à cadrer. Soit je step, soit je vais à l'opposé, soit je reste en face. Bref, vous avez toute cette problématique pour l'adversaire. Plus il doit chercher, plus il doit essayer de trouver une solution, plus il doit parier sur ce qui va arriver, plus il va être mis en difficulté. Et mon adversaire, il va plus savoir, parce que si à chaque fois que je faisais ça, je me décalais, je faisais ce bob, et d'un seul coup, je fais ça, je me décale, mais je suis ici, lui, il ne va pas comprendre. S'il veut se barrer par là, hop, je me réaligne, je peux refrapper. S'il veut se barrer par là, je bing, hop, et je peux revenir. Donc prenez cette habitude de pouvoir vous décaler des deux côtés. Une autre possibilité aussi sur l'intérieur du jab, en fait, c'est que vous pouvez renvoyer un jab aussi. Vous allez le faire avec le pouce vers le haut, d'accord? L'intérêt de le faire en cork jab, ce qu'on appelle un cork jab comme ça, ou up jab, ça dépend. Je veux dire ici, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de facilité à rentrer dans la garde, d'accord? Une façon simple de comprendre le check hook, vous mettez 4 plots au sol, d'accord, vous formez un carré, votre jambe avant est à l'intérieur de ces plots et vous allez être en position de garde et vous allez juste sortir votre jambe avant sur le côté gauche et vous revenez. Quand vous le faites, vous êtes pointe de pied sur la jambe avant, vous orientez vos hanches et votre regard ainsi que vos épaules dans cette direction. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous allez ajouter le crochet dans le mouvement. Donc je suis en position, hop, je fais mon crochet. Une fois que j'ai mis ça, il faut que je puisse ressortir complètement pour être en sécurité. Donc je frappe et mon pied arrière, lui, va se retirer. L'objectif, c'est quand je frappe, je vais venir ici, il va vouloir, donc moi j'envoie mon jab, il va vouloir esquiver le plus possible en étant très très proche de ma frappe, c'est le cas. Plus il est proche de ma frappe, plus il va pouvoir riposter rapidement. Donc il va riposter avec son cross, il a une belle rotation au niveau de son épaule, donc c'est hyper intéressant, il pousse bien jambe arrière, donc là c'est parfait. À partir de là, dès qu'il a fait ça, il va revenir en garde tout en faisant son bob and weave, il passe dessous. Vous avez vu, là, il ne va pas chercher une descente trop basse, je m'en fiche. Et là, il vient riposter tout de suite encore et il revient en garde. Blabla, blabla, je suis ici, hop, et voilà. Et ça m'intéresse, parce qu'en faisant juste cette petite, comment dire, ce petit setup que j'ai créé dans mon mouvement, lui, il s'est vachement incliné. Et du coup, quand je suis droit, parce qu'en vrai, je n'ai pas bougé, juste fait ça, regardez, j'ai déjà passé la ligne centrale sans rien faire. À la base, elle est là, la ligne. Vu que j'ai fait ça et qu'il est parti parce qu'il défend bien, ça m'a déjà créé ma porte. Il n'y a plus de danger. Donc moi, je vais faire quoi? Je vais pouvoir faire un mouvement ici. Et là, je vais gagner un temps et je vais être en sécurité. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en sparring, c'est ce qui va vous permettre de le passer pour de vrai, ça. Je suis ici, vas-y, bang, je frappe, hop, là, et vous avez vu? Je viens de lui mettre. Il l'a fait par réflexe, et parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a une frappe qui arrive là, hop, tu viens là, pour commencer à encaisser, pour pouvoir te placer, pour mettre un uppercut. Sauf que moi, je le fais pour qu'il me fasse du travail, parce que j'ai pas envie d'aller en trafic comme ça, c'est toujours un peu chiant. Et bien là, juste par ce micro-mouvement, foum, il a fait ce mouvement de défense qui, au final, est quelque chose de très bien pour lui, mais qui le met grave dans ce que je pense. Parce que je suis rentré, hop, là, voilà, naturellement, là, il va descendre. Et juste ça, ça va faire que quand je vais venir là, hop, c'est gagné, je suis passé de l'autre côté. Et après, je peux faire ce que je veux. Alors évidemment, hein, là, si vous avez 5 mois de boxe, c'est les copains. Alors ça dépend, il y a des gens qui ont 5 mois de boxe qui ont un super niveau. Mais sinon, franchement, ça va prendre un peu de temps. Mais vous savez quoi, c'est toujours bien de savoir que ça existe.